Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tilt. L'émission s'adapte pour terminer la saison en beauté, plus de temps et plus d'invités. Et justement, ils sont sur notre plateau aujourd'hui, Ligaya Morland et Clément Valadon. Le salon des jeunes inventeurs et créateurs de Mont s'est terminé ce week-end. Les résultats, ou en tout cas une partie des résultats, seront présentés sur notre plateau. Clément fait partie des participants. Il est venu avec son invention, un boîtier pour tester la dextérité. Au programme également la Banque alimentaire. Dominique Cochard et sa centaine de bénévoles ont organisé hier une grande brocante. Ce sera pour nous l'occasion de revenir sur les projets de l'association, notamment un lieu de transformation pour éviter le gaspillage alimentaire. Et évidemment, comme chaque mois, nous faisons un saut dans les champs pour une chronique grandeur nature avec la LPO. Allez, Tilt, nouvelle version. Asseyez-vous confortablement, c'est parti. Avec moi pour cette première partie, Ligaya Morland. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Membre du jury du Salon des jeunes entrepreneurs et créateurs de Mont, merci à vous d'être avec nous. Clément Valadon, 24 ans, vous êtes alternant dans une agence d'intérim où on dit aussi... Travail temporaire. Ou aussi de travail temporaire. Vous avez créé pour eux donc, ce boîtier pour tester la dextérité. Vous allez nous expliquer tout ça dans une petite minute. Et puis Manon Leduc, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé d'études pour la LPO. Manon, le busard cendré, c'est une espèce emblématique des plaines agricoles. Le busard cendré, c'est le plus petit et le plus gracile des 4 busards européens. Voilà, ça c'est les informations que j'ai trouvées sur Internet. Et pour le reste, je vais vous poser quand même une question. Qu'est-ce que c'est qu'un busard ? Un busard, déjà, c'est un rapace. C'est un rapace diurne, c'est-à-dire qu'il vit principalement la journée. Et donc, le rapace, c'est un rapace diurne, finalement, qui revient d'Afrique tous les ans, à la même époque. Donc, il passe ses quartiers d'hiver en Afrique subsaharienne et il remonte dans nos régions pour se reproduire. C'est que en grande, enfin là, notre région, c'est la France, là, ou c'est... C'est l'Europe de l'Ouest, globalement. Il y a également des populations en Asie, mais qui, eux, hivernent en Inde. Et donc, nous, les populations d'Afrique reviennent et remontent en Europe de l'Ouest. Et donc, ils viennent pour se reproduire dans les grandes plaines céréalières. D'accord. Donc, c'est vers chez nous ? Oui, on a justement une zone spéciale qui s'appelle une ZPS, c'est une zone de protection spéciale, juste en dessous, en Champagne en fait, qui sert notamment à protéger le busard cendré, mais pas que, il y a également d'autres endroits qui accueillent du busard. Et d'accord, vous notiez, c'est un allié pour les agriculteurs. C'est vrai qu'on pourrait croire que des grandes plaines qui sont cultivées, ça peut être un problème pour les oiseaux, notamment par rapport aux épandages possibles. C'est pas le cas du tout là ? Alors, c'est un allié, mais pas en termes de pesticides. Forcément, ces choses-là, ça va également lui nuire. Mais c'est un allié parce que c'est un gros mangeur de micro-mammifères, notamment les campagnols, et également de sauterelles vertes. Donc l'été, il faut savoir qu'il va se nourrir principalement de ça. Et en plus, il n'est pas le seul, il va également nourrir ses jeunes avec ça. Et donc l'été, c'est un véritable allié parce qu'il débarrasse en fait les plaines agricoles de tous ces petits rongeurs qui peuvent nuire aux cultures. Aux cultures. Qu'est-ce qu'un rapace comme ça, c'est une espèce en danger ou pas du tout ? Aujourd'hui, oui. En fait, aujourd'hui, c'est une espèce en danger, qui est particulièrement menacée par nos activités agricoles parce qu'il va nicher dans les cultures. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'au moment des moissons, les jeunes ne sont pas forcément volants. Donc on se retrouve avec des agriculteurs qui moissonnent les champs et des jeunes qui ne peuvent pas forcément s'enfuir à l'approche des engins. C'est pour ça que nous, on agit pour essayer de repérer en fait, les couples, les endroits où se mettent les couples en début de saison. Par la suite, le but, ça va être d'essayer de repérer les cultures, les parcelles qui sont occupées par ces couples et donc après le nid. En accord avec les agriculteurs, après, on voit s'il est nécessaire de poser une cage en fonction de l'âge des jeunes ou de l'avancée de la reproduction. Et donc, si avec l'accord de l'agriculteur, on peut poser des cages. C'est des cages qui font 1 mètre sur 1 mètre. Elles ne prennent pas beaucoup de place, c'est juste pour pouvoir délimiter une zone où est le nid. Et donc, l'agriculteur, par la suite, il peut moissonner son champ sans problème. La cage est bien signalée, donc lui, il moissonne. La femelle va forcément un petit peu décoller, mais les jeunes ne pourront pas se disperser et ne passeront pas dans la moissonneuse.
Est-ce que vous recherchez à être en contact avec des agriculteurs? C'est toujours quelque chose de constant? Ou vous savez où ils vivent? Ou en tout cas où ils reviennent quand ils reviennent d'Afrique? En général, ils reviennent dans les mêmes zones, mais ce n'est pas forcément dans les mêmes parcelles. Donc effectivement, le contact avec l'agriculteur, il est important déjà pour les prévenir qu'on mène ce genre d'action, mais aussi parce qu'on ne rentrera jamais dans une parcelle sans l'accord de l'agriculteur. Bien sûr. C'est hyper important de pouvoir travailler avec eux et en lien avec eux. Est-ce que nous, sur le plateau, on peut jouer ce rôle d'entremetteur, si je peux dire? Comment est-ce qu'on peut vous contacter pour... On peut nous contacter via notre site internet ou même notre numéro de téléphone. Si des agriculteurs remarquent qu'il y a des busards qui nichent chez eux, il ne faut pas hésiter à nous en parler et à nous contacter. On sera toujours content qu'on nous informe. Ouais. Votre site internet, c'est lpotouraine.fr? Oui, c'est ça. Est-ce que vous disiez c'est une espèce emblématique des plaines? Il reste là combien de temps? C'est que l'été? C'est quoi la période? Oui, en fait, il arrive globalement tout le mois d'avril, c'est l'arrivée des busards. Il va mener sa saison de reproduction jusqu'au mois d'août à peu près. Et entre le 15 août et le 15 septembre, ils vont repartir en Afrique. Et donc, si on a tout compris, on a suivi depuis le début, le nid du busard, il est dans les champs? Oui, il est au sol en fait. C'est vraiment pas gros, c'est un nid très sommaire. C'est même pas forcément le nid auquel on s'attend avec des branchages et tout. Ça peut juste être du blé ou de l'orge, parce que c'est dans ces cultures-là qu'ils nichent. C'est du blé et de l'orge qui sont un petit peu tassés et dans lequel il y a une petite cuvette. Il va déposer entre 3 et 6 œufs. C'est fréquent ça, les oiseaux qui créent leur nid au sol? Oui, c'est plus fréquent qu'on le pense. D'accord. Il y a beaucoup d'espèces, notamment les busards. En fait, vous parliez tout à l'heure des 4 espèces de busards. C'est des oiseaux qui nichent au sol, les 4. Bon, bah écoutez, on se quitte sur ça. Merci beaucoup Manon d'être venue nous parler du busard cendré. Je suis sûr qu'on a appris, en tout cas vous avez appris plein de choses. Clément? Exactement. Vous aussi? Oui, je serai moins une buse en matière de busard. Bah voilà, parfait. Moi, je dis la même chose que vous. Tout pareil. Clément, vous avez donc participé au Salon des jeunes inventeurs de Mons qui s'est tenu en virtuel cette année. 27 participants, 12 prix décernés de 200 à 1000 euros. Et vous, Clément, vous avez reçu le prix de la région Centre-Val de Loire pour ce boîtier, ce test de dextérité qui est plutôt utilisé dans l'industrie. Alors oui, donc on l'utilise nous principalement chez Artus Intérim, donc pour nos clients dans le domaine de l'industrie. Ouais. On l'utilise également pour de la logistique, donc chez quelques-uns de nos clients. Donc c'est un test à la base qui était manuel, donc qui existait, qui est un test qu'on appelle le test de la planche à boulons. D'accord. Oui, parce que là, on voit il y a des boutons, pardon. Oui, il y a des boutons et l'idée, c'est de trouver des chiffres. C'est ça. Ça s'inspire de ce test-là. C'est ça, on s'inspire de ça. Donc, il fallait visser des boulons en fait, pour reproduire un modèle qui était donné. Et donc, le problème de ce test-là, en fait, c'est qu'on avait quelqu'un, la personne qui recrutait dans l'agence, qui était... Vous pouvez peut-être le prendre pour montrer ouais. à la caméra, ouais. Donc, la personne qui était en agence, en fait, de passer plus d'une journée à regarder les intérimaires en fait passer sur ce test. Et donc c'est une personne mobilisée à temps plein pour faire ce test. C'est ça, qui s'occupait du recrutement des intérimaires. Et donc l'idée c'était d'automatiser ce test. Donc on a voulu conserver en fait cette gestuelle de dextérité qu'on avait en tournant le boulon. Donc pour ça on a utilisé donc des potentiomètres qui tournent en fait comme des boutons de volume. D'accord. Et donc le principe de ce test qui est au final assez simple, c'est qu'on donne une consigne donc avec un chiffre à obtenir. Et donc, en fait, on appelle un potentiomètre par son numéro ou par sa couleur. Et on peut en appeler un ou plusieurs. Et donc, on est amené à tourner un ou plusieurs potentiomètres pour faire varier un chiffre qui est sur le boîtier. Alors, clairement, je n'ai pas compris. Ça veut dire que Manon, vous lui dites faites le chiffre 1, il faut qu'elle tourne sur le chiffre 1, pas trop vite. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, on va lui dire d'utiliser le potentiomètre 1 et 2 pour obtenir le chiffre 5. Donc, dans ce cas-là, quand elle va tourner le potentiomètre 1 et le potentiomètre 2, ça va venir faire varier donc, ce chiffre qui varie de 0 à 9. Et donc, on va pouvoir obtenir ce chiffre 5. Et une fois qu'on a obtenu ce chiffre 5, on valide le niveau et ensuite on passe au niveau supérieur. Donc, oui, il faut faire d'autres choses plus rapidement. C'est ça. On commence, on a 30 secondes. Après, c'est dégressif, donc 25, 20, 15. Et sur la fin, on est sur du 5 secondes, où on va chercher ce critère de réactivité que les recruteurs demandent, en plus de ce critère de précision, de capacité de compréhension des consignes, d'adaptabilité, de gestion du stress. Voilà, justement, je vais vous poser cette question. On a à peu près compris le principe du test, mais qu'est-ce que ça vous permet d'apprendre? Sur quels critères vous vous basez pour le test? Alors, on a donc une grille de niveau qui, en fait, en fonction des résultats de l'intérimaire qui a passé donc, le test, ouais. Ça va lui sortir un certain nombre de compétences. Donc, ça peut être de la capacité de compréhension des consignes,
l'adaptabilité, la précision, la réactivité, l'ambidextrie. On va regarder la gestion du stress, on va regarder si on est capable d'avoir cette notion de couleur. On va regarder... D'accord, si- c'est quelques-uns des critères. Il y a 45 agences dans votre entreprise. Combien l'utilisent aujourd'hui? C'est utilisé, hein? Alors, donc on l'a déployé sur un tiers de nos agences, donc pour le moment sur la partie française, donc sachant qu'on le développe aussi au Maghreb, donc au Maroc, en Tunisie, donc à terme aussi en Côte d'Ivoire. Et donc des applications principalement dans l'industrie, la logistique, ce genre de choses, C'est des ça, tâches répétitives. c'est ça. Donc tout ce qui va être, ça va être du travail à la chaîne, ça va être de la préparation de commandes sur des postes qui sont principalement de l'industrie ou de la logistique, pour le moment en tout cas. Donc pendant ce salon, il y a eu ce prix qui a été proposé. C'était un peu clivant comme édition parce qu'on se posait la question, est-ce qu'il fallait récompenser, oui ou non, un tel travail? C'est un peu ce qui s'est passé, hein. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est ce que j'expliquais à Clément. Ouais. Toutes les questions de présentation, en fait. C'est-à-dire que quand il nous a présenté son produit, qu'on trouve très abouti, ça, on ne remet absolument pas en cause la finalité et la chose, mais le problème a été de dire, le but, c'est de trier les intérimaires. Les mots utilisés ont été de trier les intérimaires et d'éliminer ceux qui ont les mains moites et qui ne sont pas ambidextres ou qui ont des problèmes de daltonisme. Et donc, c'est là que certains membres du jury se sont levés, tiqué. ont un peu tiqué en disant, ils nous auraient présenté les choses de manière plus positive en disant, ça permettrait que ceux qui sont beaucoup plus manuels puissent aller dans tel type d'activité et que les autres, on les mette sur d'autres postes. Ça aurait été vu différemment. Et en fait, c'est ce que je dis, on ne remet absolument pas en cause. Le produit est très abouti. Je pense que d'ailleurs, il ira très loin. Il sera effectivement déployé dans les agences d'une entreprise de travail temporaire que je ne citerai pas. Mais voilà, l'idée, c'est ce projet était bien. C'est pour ça quand même on lui a attribué une partie du prix de la région, Ouais. parce qu'il est abouti. Mais on a mis la valeur sur d'autres produits qui sont plus liés au handicap ou plus voilà, ça a été un grand Juste sujet de très rapidement, on discussion. va conclure. C'est vrai que ça aussi, ça peut être utilisé notamment à Saint-Nazaire pour des personnes en rééducation. Ce que vous C'est m'avez ça. dit, hein. Donc on l'a présenté sur un Ouais. centre de rééducation parce qu'on peut très bien utiliser ce test-là comme un jeu Ouais. avec cette notion. D'autres applications possibles finalement. C'est exactement ça en fait. S'il avait plus insisté sur cette partie-là, Ouais. il aurait été mieux coté. pu être récompensé. Le salon des jeunes inventeurs de Mons, ça va bien au-delà de nos frontières, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de participants bien au-delà de la Touraine, même si vous en faites partie. Il y a eu Toulouse, Lille, la région parisienne. Le plus lointain participant était en Côte d'Ivoire. Donc voilà, tous les résultats sont retrouvables sur jeuneinventeur.org. Merci à tous les deux, merci à tous les trois d'être venus. Nous marquons une courte pause. On se retrouve juste après la pub avec Daniel Moméja. Le festival de la Grange de Mêlée commence le 8 juin. Et vous allez le voir, il va y avoir des stars. Et puis notre star à nous, c'est Dominique Cochard. À tout de suite. De retour sur le plateau de Tilt avec nos deux nouveaux invités. Merci Daniel Moméja d'être avec nous, présidente des fêtes musicales en Touraine. Dans quelques jours, c'est la 57e moisson du festival de la Grange de Mêlée. La crème de la musique classique à une botte de paille de Tours. Vous allez nous raconter tout ça. En face de vous, c'est Dominique Cochard, président de la Banque alimentaire de Touraine. D'ailleurs, on commence avec vous Dominique. Tout de suite, c'est Super Tilt. Séquence consacrée aux associations et actions caritatives. Nous avons choisi de mettre en avant aujourd'hui cette magnifique box, comme vous pouvez le voir, du bleu, du orange, aux couleurs du Rotary Club, le club de Tours Plumereau. À l'intérieur, du vin, 3 bouteilles pour la bonne cause, la recherche sur la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est donc une sclérose qui crée une atrophie musculaire et la paralysie progressive des patients. Le plus connu, c'était le scientifique Stephen Hawking. En France, 7000 personnes sont atteintes et 1000 nouveaux cas par an. Vous le savez peut-être, le CHU de Tours est à la pointe sur cette question avec l'équipe du professeur Cortia. Donc 3 bouteilles pour financer la recherche, coût 35 €, dont 15 qui sont reversés au CHU. Toutes les infos s'affichent sur votre écran, livraison gratuite à Tours. Donc je vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça varie, mais en ce moment il y a du Sauvignon, quelques vins locaux, celui-ci vient donc du 41. Évidemment, je vous le rappelle, tout ça est à consommer avec modération. Daniel, je me tourne vers vous pour une petite question, pour un chiffre, 13 000 tonnes. Est-ce que vous savez ce que ça représente ? 13 000 tonnes. C'est un rapport avec la banque alimentaire. Alors là, je suis Vous collée donnez votre langue au d'avance, chat ? hein. Ça, oui, c'est le nombre de denrées collectées.
Eh ben non, je vous laisse. Ça serait trop bon. Je vous laisse le dire, Dominique. C'est le gaspillage alimentaire sur la métropole chaque année. Voilà, 13 000 tonnes, c'est les denrées alimentaires qui sont jetées juste sur la métropole. Et avec vous, Dominique, on va parler de ce projet d'atelier de transformation. Ouverture prévue début 2022. L'idée pour vous, c'est de valoriser donc, les produits sensibles plutôt que les jeter. Qu'est-ce que vous transformeriez alors ? Tout ce qui est fruits et légumes, dans un premier temps, puisque c'est nous vraiment ce qu'on reçoit en grosse quantité et qui va malheureusement de temps en temps à la déchetterie parce qu'on n'a pas le temps de le distribuer par rapport aux durées. Je pense notamment aux produits comme des fraises en ce moment. Ouais. Ça a une durée de vie très courte et voilà, et on en reçoit beaucoup. Donc l'atelier de transformation, ça permet de faire des coulis, des jus, des compotes, des confitures, plein de produits qui vont permettre de diversifier ce qu'on va remettre aux bénéficiaires et aussi d'améliorer la qualité nutritionnelle. Et justement, vous les distribueriez à qui alors ces produits transformés ? Tous ces produits vont être distribués à tous nos bénéficiaires qui vont vers nos associations. On a 56 associations partenaires dans le département. Donc voilà, c'est eux qui récupèrent ça et qui distribuent aux bénéficiaires. Il y a cette question, est-ce que les dons faits à la banque alimentaire sont parfois de mauvaise qualité ? Un peu comme c'est vrai, on imagine que quand on donne les habits ou que les habits donnés ne sont pas toujours les plus beaux. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? Oui, souvent en fruits et légumes, on reçoit des produits qui sont limite. Ouais. Et c'est pour ça qu'avec un atelier de transformation, on arriverait à limiter le déchet. C'est notre objectif, de faire zéro déchet. Et là, comme par exemple les fraises, quand il y a du jus, vous ne pouvez pas les remettre à un bénéficiaire, c'est pas correct. Donc, c'est vraiment principalement produits frais. Les produits sensibles, c'est les produits frais. Produits frais, les fruits, légumes, la viande, le poisson, tout ça, ça a des durées de vie très courtes. Ok, poisson, vous pourriez en faire quelque chose en atelier de transformation ? Ça sera transformé en plat cuisiné. D'accord, ok. Vous ferez aussi des plats cuisinés, pas que Voilà, c'est notre objectif numéro 2. D'accord. Alors c'est un projet à 400 000 €, vous le faites avec une association, ça s'appelle La Belle et la Blette, elle est déjà venue sur notre plateau. D'accord. Comment va s'articuler le projet entre vous deux ? Disons que nous, on est porteurs du projet. Le partenaire, c'est La Belle et la Blette. On est à la recherche d'un terrain pour installer un bâtiment. Et après, La Belle et la Blette aura la principale activité de transformer, ceux qui feront la transformation des fruits et légumes, puis plus tard de la viande et du poisson. Alors eux, ils vont donc transformer, ils seront la main dedans, dans la pâte, et ils vont aussi commercialiser sous certaines formes, sous certains Tous ces produits transformés, ils vont avoir deux destinations après, soit l'aide sociale via la Banque alimentaire et nos associations, soit le tout public pour être commercialisé sur les marchés, sur les divers événements qu'il y aura dans la Touraine. Plus largement, vous avez aidé combien de personnes cette année ? Plus de 20 000, malheureusement, et c'est un chiffre en progression, notamment avec cette année, avec la crise sanitaire, le milieu étudiant qui a été frappé par toutes les pertes d'emploi, les petits jobs d'étudiants. Vous l'avez vraiment constaté, on a des images là, les étudiants, vous l'avez vraiment constaté. Ah oui, voilà. On est avec une association, le Petit Caddie, on est une semaine sur 2, présent sur 4 sites universitaires à Tours, et à chaque fois, c'est plus d'une centaine d'étudiants qui viennent prendre des produits, et voilà, ça fait beaucoup de... Et il y a les Halles de Rabelais, il y a Agathe aussi, c'est des associations étudiantes qui ont vu le nombre de bénéficiaires augmenter de façon... Et donc ça veut dire c'est que ces associations viennent vous voir pour ensuite redistribuer tout à fait, à leurs bénéficiaires. Ouais. Si les gens, les lambda, on va dire nous, on a envie de vous aider, comment est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on participe aux collectes, comme on va voir bientôt, le week-end prochain. Le 4, 5, 6, on va être présent dans environ 90 magasins d'Indre-et-Loire où on va chercher à collecter le maximum de produits secs. Ouais. Donc ça, c'est le premier geste. Deuxième geste, on peut faire un don en financier. On fait un chèque à l'ordre de la Banque alimentaire de Touraine, on l'envoie directement. On peut bénéficier d'une déduction fiscale. Et puis le troisième geste de solidarité, c'est en venant nous aider physiquement par du bénévolat. Centaines de bénévoles en ce moment, vous en avez toujours besoin de main ? Oui, on a toujours besoin de bénévoles parce que les bénévoles, ça, comme dit l'autre, ça va, ça vient. Puis après, il y a les problèmes de santé qui viennent. On est beaucoup de retraités, donc voilà. Donc, très rapidement, dernière question, 4-5 juin, de quoi avez-vous besoin ? Surtout de conserves de poisson, de produits d'hygiène, de céréales, de café soluble. Et puis tous les produits que voudront bien nous donner les Tourangeaux. Bon, de toute façon, on sera là et vous serez là aussi devant les supermarchés. Bien sûr.
Au pire, les informations, c'est sur www.banquealimentaire-touraine.com. Merci beaucoup d'être venu, Dominique. On va finir sur une note de musique classique avec Daniel Moméja. Nous ouvrons notre séquence culture, la bamboche. C'est reparti. Superbe nouveau jingle parce qu'effectivement ça réouvre, ça repart et c'est reparti. 57e édition du Festival de la Grange de Mêlée à partir du 8 juin pendant 10 jours. Des têtes d'affiche évidemment. Vous connaissez Renaud Capuçon ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est un musicien célèbre, une tête d'affiche de votre festival. Bon, malheureusement, c'est déjà complet, donc on va éviter d'en parler. Il y a beaucoup d'autres artistes, une trentaine d'artistes en tout, qui tournent dans le monde entier. Ce sont des stars, chacune à leur manière, dans leur domaine. Et je pense, Daniel, par exemple, à Lia Petrova et Alexandre Kantorov. Alors, elle fait du violon, lui fait du piano. Et vous me disiez que leur présence au festival, pour vous, c'était exceptionnel. Pourquoi ? Parce que ce sont deux très jeunes artistes. Le plus jeune, c'est Alexandre Kantorov, il a 24 ans, il y a une trentaine d'années. On associe toujours les très connus. On a évoqué Renaud Capuçon, on pourra en évoquer d'autres. Et puis des artistes, parce que ça fait partie de la tradition du festival. Et ces deux artistes, alors Alexandre Kantorov est le fils d'un très grand chef d'orchestre français. Il a un nom qui fait penser à l'étranger, mais il est français. On l'imaginait sur la Volga, mais non. Oui, non. D'accord. Il y a une origine ancienne. Quelque part, il y a quelque chose. Oui, et Lia Petrova vient de Bulgarie. D'accord. Et elle vit en France. Elle a travaillé d'abord en Belgique et maintenant elle vit avec un Français. Donc elle est en France. Et cette année, c'est très important. Si nous avons des artistes qui circulent dans le monde entier, en ce moment, leurs trajets sont arrêtés. Et c'est très compliqué. Nous aurions dû accueillir quelqu'un qui vient de Boston. C'était impossible. Il a fallu renoncer, remplacer. Ces deux artistes-là font partie des meilleurs du monde dans leur domaine ? Alors, les meilleurs du monde, je ne vais pas m'avancer si loin, mais leur interprétation est extraordinairement reconnue. Ils ont le talent, la formation, la qualité d'imagination. J'ai eu peur que vous disiez non. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait. Ils vont jouer Brahms en trio avec Aurélien Pascal, tout de suite. Allez, Aurélien Pascal, formidable. Voilà, donc là, il y a encore des places disponibles, contrairement à Renaud Capuçon. Autre grand interprète présent, c'est Benjamin Grosvenor. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, on dit comme ça. Alors lui, il est britannique. Qui est-il ? Lui, il est britannique. Ouais. Il a été découvert par un festival de musique classique très populaire en Angleterre, les Proms, et il fait une carrière absolument fantastique. C'est un pianiste, alors on pourrait dire, il a la force et la puissance que peuvent avoir les pianistes russes, parce qu'il y a des écoles. Et puis, il a aussi cette précision et cette musicalité. L'association des deux est absolument exceptionnelle. Il a un haut niveau technique d'interprétation. Oui, dont il se sert non pas pour briller et montrer qu'il y a beaucoup de virtuosité, parce qu'on peut être virtuose et ne pas exprimer les choses. Lui réussit les deux à la fois, et c'est ça qui est rare. Daniel, pouvez-vous nous rappeler les tarifs ? À partir de combien ça commence pour le Alors, 26 €. Alors, les moins chers pour les étudiants, 8 €. D'accord. Avec un passeport étudiant, culturel étudiant, une place achetée, une place, ils invitent qui ils veulent. Et je peux vous dire qu'ils réservent, les étudiants. Ah oui. 10 € pour les scolaires et les étudiants qui n'ont pas le passeport culturel. 12 €, 10 € aussi pour les gens demandeurs d'emploi,
personnes. Des réductions, voilà, et sinon, c'est 26 voilà. €. Et les concerts qui sont à 18 h sont à 26 € et 32 € pour les concerts du soir et plus importants. Bon, alors on le répète, hein, toutes les jauges sont, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, à 65%. Toutes les conditions de sécurité sont respectées, évidemment. Le festival est assis. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, toutes les informations que vous avez données, on peut les retrouver sur le festival lagrangedemelay.fr. C'est ça. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu nous Merci. présenter ces deux Merci. artistes, un petit peu de musique. C'est vrai que ça change. Alors, avant de se quitter, on va rester un petit peu sur le domaine animalier avec vous. Le bébé wallaby du parc botanique, c'était étrangement difficile à dire. Donc, les soigneurs de la mairie essaient de contrôler les naissances, mais parfois arrive ce qui doit arriver. Alors voilà, c'est bien qu'elles arrivent. Le bébé est sorti non pas du ventre, mais de la poche de sa mère. Alors vous savez, c'est un marsupial, hein, donc l'embryon, il monte dans la poche, il reste 3, des fois plus, mais en général 3 mois. Et puis un jour, il sort, et donc là, c'est le cas, il est sorti. Mais jusqu'à sa majorité sexuelle, il va pouvoir retourner dans le ventre de sa mère en cas de danger. Donc voilà, c'était un peu l'image pour se quitter, une petite image carnet rose et vie des animaux. Merci à nos collègues d'Infotour pour cette information. Puis voilà, ça va être la fin de l'émission. Merci à tous les trois d'être venus. Donc je rappelle, Banque Alimentaire 4-5 juin. À partir du 8 juin pour vous. Oui. Puis la LPO, c'est toute l'année. De toute façon, Toute l'année. on ne s'arrête jamais. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée sur TV Tour et à demain.